Julien, est-ce qu'on est un gars de van life? Bah ouais, en plus c'est hyper instagrammable. Eh ben, sous Louis XIV, on t'aurait sans doute arrêté, mis aux galères à perpétuité, on aurait stérilisé ta femme et placé ton enfant en hospice avec cette vie de nomade. Un peu moins instagrammable quand Non, même. pas une petite story? Petit live TikTok. Nah, rien du tout. Peut-être. Aujourd'hui, on va vous parler des gens du voyage, des Roms, les Sintés, les Yéniches comme on les appelle, et plus les Tziganes. Parce que quand je vous évoque ces noms, vous pensez sûrement moins à ce clip de Gilo et au Gypsy King qu'aux mendiants ou aux sempiternels problèmes avec les communes, parce qu'il n'y a pas d'emplacement dans le village, et que du coup ils sont installés sans autorisation, et ils ont tout sali, puis il y a la police qui est venue. Donc vous voyez vous-même que nous rendons les lieux en parfait état, c'est ça, oui. En Suisse, en fait, il y a des communautés très différentes et qui n'aiment pas forcément qu'on les confonde. Des minorités nationales, aujourd'hui, reconnues, sont des Suisses, des familles qui ont été persécutées pendant des siècles et jusqu'à très récemment avec la bénédiction de nos autorités. Certains parlent même de génocide. Oui, un génocide en Suisse. De Louis XIV à Pro Juventute en passant par le Troisième Reich, on vous explique pourquoi il ne fait pas bon vivre en caravane et jouer de l'accordéon. Alors déjà, de quelle origine ils sont tous ces gens? Eh bien, ça commence bien parce qu'on sait pas trop. Enfin, disons, pas exactement. Parce qu'on n'a pas de source écrite ou orale indiscutable. La linguistique, l'anthropologie et les recherches génétiques sont d'accord aujourd'hui pour dire que, entre le 3e et le 5e siècle de notre ère, des groupes de population quittent le centre de l'Inde sans qu'on sache vraiment pourquoi, direction l'ouest. Et parmi ces groupes, on trouve les ancêtres actuels des Roms européens. Rom qui signifie homme marié respectable en Romanie, langue indo-arienne. Ensuite, on sait qu'ils traversent la Perse, l'Arménie et s'installent dans l'Empire byzantin. Et puis entre 1200 et 1500, nouvel élan vers l'ouest pour certains d'entre eux. Ils arrivent d'abord en Roumanie, puis un siècle plus tard, on les voit apparaître en Europe orientale puis centrale. En 1417, des chroniqueurs décrivent ces arrivants avec des mots comme tatar, égyptien, païen, saracène, un vieux mot pour sarrasin, et gitan ou tzigane. Le mot tzigane viendrait d'ailleurs du grec ancien antigani pour intouchable. Alors pas le film avec Omar Sy et François Cluzet, on parle de caste en Inde là. Ah, c'est moins fun que pas de bras, pas de chocolat. C'est vraiment moins fun. Attention, date importante, en 1418, c'est la première fois que ce peuple de voyageurs étrangers est signalé en Suisse. 1418, il y a 600 ans, ils viennent pas d'arriver les gars. Ceux qui restent un peu plus mystérieux, ce sont les raisons exactes de leur arrivée et la manière précise dont cette ethnie se divise ensuite entre Manouche et Sinté, ça c'est pour la France et la Suisse, Gitan, Calais en Espagne ou Rome, on le dit en Roumanie évidemment, mais aussi en Hongrie, en Russie, en Ukraine ou dans les Balkans. Là, cette division, elle est un peu floue. Et pour les Yéniches, c'est encore moins évident. Il faut dire que les sociétés européennes, durant la guerre de 30 ans, elles sont complètement déstructurées. Il y a des groupes itinérants de partout. Les Yéniches qu'on retrouve grosso modo de la Lorraine à l'Autriche viendraient de là quand les déserteurs du conflit ont rejoint les immigrés bernois. D'autres pensent qu'ils seraient issus de groupes et commerçants itinérants juifs. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, ils ne s'identifient pas aux Roms, mais en fait, ils s'identifient à la culture tzigane et ils ont en fait leur propre langue et leur identité. Et que leur spot en Suisse, historiquement, c'est les Grisons et le Tessin. Ah ouais, ils faisaient de la van life au Valversaska bien avant les influenceurs. Postez ça sur les réseaux tziganes. Romtok. Mais finalement, est-ce que c'est si important ces racines un peu obscures? On pourrait dire qu'on s'en fiche, en fait non. Non. Ça raconte la fuite, le déracinement, l'oubli des origines justement. Et puis un peuple, c'est une langue, une culture, un regard sur soi, mais aussi et surtout une histoire. Et l'histoire de toutes ces minorités en Suisse et en Europe, depuis des siècles, elle est quand même bien établie et remplie de persécutions. Et oui, des persécutions, ils vont y avoir droit à tous les repas, et ce justement du fait de leurs origines inconnues. Ça va vraiment leur jouer des tours. On va sans cesse renvoyer ce qu'on appelle peu à peu les tziganes à leurs différences, leurs conditions d'étrangers, de gens pas comme nous. Au début du XVe siècle, les Tziganes sont d'abord bien accueillis. Ils se présentent comme des pèlerins, parfois avec des lettres de sauf-conduit de certaines autorités, l'ancêtre du passeport. Ils sont donc reçus chaleureusement dans les règles de l'hospitalité, super importantes dans la société médiévale. On leur file le couvert, l'aumône et tutti quanti. Mais très vite, ça tourne au vinaigre. Quand ils squattent trop longtemps, par exemple, quand on les voit revenir d'une année à l'autre, ils essayent de s'installer. Bref,
quand la population locale comprend qu'ils ne sont pas juste de passage pour les barbecues du week-end. Supplément merguez. Préfère leur donner de l'argent pour qu'ils repartent aussi secs. Ah bah si je te demandais de me tuner tes 20 francs pour toutes les fois où tu m'as demandé de retourner à Bulle. Alors c'est parti, tu peux y aller. Bien reçu, merci. Il y a aussi leur apparence étrangère qui est mal vue. Ils ont la peau noire, comme des Tatars, un air terrible, raconte Hermann Körner, moine dominicain de Lübeck au début du XVe siècle. On les accuse de chaparder, de voler. Ça nous le rappelle rien ? Toujours le cas aujourd'hui. Et puis il ne manquait plus qu'elle, l'église, celle qui ne va pas tarder à partir en mode full inquisition, devient suspicieuse. Elle leur reproche de pratiquer la sorcellerie et la magie, en raison de leur habitude de dire la bonne aventure. Julien, je vais dire ton avenir dans le mar de café. Qu'est-ce que tu vois là-dedans ? Bah, c'est vide. C'est ton avenir, ça. Bref, on assiste à du racisme crasse. Et dans la Suisse de l'époque, ça ne traîne pas. En 1471, la Diète fédérale décide d'expulser tous les tziganes du territoire suisse. Et puis, en 1574, on se dit même qu'il faudrait exterminer les païens et les tziganes. Heureusement, personne n'en a les moyens. Et là, c'est parti. Ça va durer comme ça pendant 300 ans. Dans toute l'Europe, déportation, persécution. Exemple numéro 1, par exemple Louis XIV qui décrète en 1682 que tous les tziganes de sexe masculin doivent être arrêtés et envoyés aux galères sans procès. Leurs femmes doivent être stérilisées et leurs enfants placés dans des hospices. A noter que pour ces grosses soirées à Versailles, par contre, le roi Soleil adorait se déguiser en bohémien. Blackface à la bohémienne. Ils mettaient Bohemian Rhapsody de Queen dans leur soirée Bohemian Face. Mamma mia, mamma mia. Exemple numéro 2, en Allemagne en 1734, c'est 6 Reichstaler offerts pour un tzigane vivant et la moitié pour un mort. Filet de la thune pour les tziganes. Ça entraînera des chasses aux tziganes où ils seront traqués comme des animaux. Il y en aura aussi en Suisse. Allez, on s'arrête pas en si bon chemin. Exemple numéro 3, en Espagne, le roi Ferdinand VI organise en 1749 une gigantesque rafle de 12 000 tziganes. Les femmes sont internées dans des châteaux et des couvents, les hommes envoyés aux travaux forcés. Quelques-uns sont ensuite libérés, mais les communautés sont détruites et le calot, la langue des gitans d'Espagne, disparaît en quelques décennies. Numéro 4, dernier pour la route, en Roumanie, c'est simple, ils seront tout simplement esclaves jusqu'au milieu du 19e siècle. Mais bon, tout ça, toutes ces persécutions, au final, ça marchera pas très bien. Les tziganes sont bien installés en Europe. Il y a même un pays où on les laissera tranquilles, l'Empire russe, où ils seront reconnus pour leur qualité artistique. Plusieurs chanteuses de chœur roms intégreront même la haute société au 19e. Et puis, ils ne sont pas tous nomades. En Suisse, les Yéniches, par exemple, sont plutôt des familles rurales, mais qui offrent des services itinérants dans les villages parfois éloignés, peu accessibles, et qui demandent en fait des commerces itinérants et des services, comme des vanniers, des musiciens folkloriques, surtout des accordéonistes. Grosse hype à l'époque. Avec les Lumières et le début des démocraties, en fait, les dirigeants passent en mode despotisme éclairé. La mode, c'est gouverner avec raison. Donc plutôt que de massacrer tous ceux qu'on n'aime pas, on va tenter de les transformer. Pour les tziganes, ça veut dire qu'au lieu de mourir, ils vont devoir s'intégrer. C'est le début de l'assimilation forcée. Par exemple, en Suisse, lorsque la Confédération est fondée en 1848, les tziganes vivant sur place reçoivent le droit de cité. Ils sont eingebürgert, c'est-à-dire qu'ils sont inclus dans la citoyenneté, inclus dans l'endroit où ils se trouvent au moment où la loi est proclamée. Alors oui, les tziganes sont acceptés comme citoyens suisses, mais souvent dans des villages pauvres et éloignés. Fuir des persécutions pour devenir citoyen de Meistersruti en Appenzell, ça vend pas du rêve. Bon, ils sont plus tués, mais leur assimilation, elle va avoir des conséquences. Elle va se faire en détruisant leur mode de vie et leur culture. Le tout avec beaucoup d'énergie et de moyens parce que c'est l'avènement de la modernité. Au tournant du XXe siècle, deux phénomènes vont tout faire basculer pour les tziganes suisses. D'abord, l'avènement d'une science eugéniste. C'est un courant de pensée qui affirme qu'en agissant sur l'hérédité, on peut améliorer l'espèce humaine. En gros, si on empêche la procréation de personnes jugées comme inaptes, on arrivera à une société biologiquement parfaite. Et donc, à une transformation de l'humanité. Ça, c'est le gros kink des nazis. Et devinez qui est au centre des premières recherches eugénistes ? Un certain Joseph Jörger, psychiatre et directeur de la clinique Waldhaus à Coire. Il conduit des études généalogiques sur des familles yéniches pour prouver l'existence d'une débilité morale qui viendrait de leurs ancêtres et serait transmissible. C'est la grande nouveauté pour l'époque. On croit que tous les préjugés accumulés depuis des siècles sur les tziganes, criminels, voleurs, vagabonds, sont en fait héréditaires. Il a les yeux de sa mère et il a tendance à voler des catalyseurs de son père. Julien,
Le fait que tu conduises mal ta Subaru sur la route? Et non, mon père il conduisait une Honda Civic. Et ça, eh bien ça va inspirer les nazis bien sûr. Mais c'est une croyance qui sera répandue. Une croyance reprise par des psychiatres ou encore le juriste zurichois Rudolf Waltischbuhl, qui ira jusqu'à prôner en 1944 la stérilisation des nomades présentant une débilité héréditaire. Dans la nature, les éléments faibles sont appelés à disparaître. Ces dernières décennies, nous les hommes, nous avons transgressé cette loi de sélection naturelle. Nous avons épargné ces êtres sans valeur et nous leur avons même permis de se reproduire. Les enfants de ces malades ressemblaient à ça. On va quand même loin là. Et puis, outre l'eugénisme, le grand tournant, c'est la création d'appareils policiers de plus en plus efficaces. Et oui, l'autre grand changement pour les tziganes, c'est qu'on va criminaliser leur mode de vie et avoir des polices efficaces pour les punir. À peine devenus citoyens, on complique la vie des tziganes. En 1850, il y a une loi sur l'apatridie, le déplacement en bande. On interdit en fait d'emmener des enfants d'âge scolaire hors des frontières cantonales. Par exemple dans les tournées de vente dont on parlait tout à l'heure quand ils vont exercer leur métier. Et en fait, il va y avoir plein de règlements comme ça qui vont leur compliquer la vie. La scolarisation obligatoire des enfants par exemple, l'attestation d'établissement pour avoir une licence de commerce ambulant aussi, l'interdiction de voyager en horde. De quoi renforcer encore leur marginalisation sociale, leur précarité économique et donc renforcer les clichés qu'ils ont parce que en fait ils sont de plus en plus pauvres et ils sont de plus en plus précaires. Si le but c'est d'assimiler les nomades, les autres en revanche on n'en veut plus. En 1906, une circulaire de la Confédération marque un tournant. Elle décide de fermer ses frontières aux tziganes étrangers. Le gouvernement espère ainsi réussir à préserver le plus possible notre pays de ce fléau. Tous les nomades étrangers sont attrapés, internés et expulsés à tour de bras, ce qui donne des chassés-croisés interminables qui vont durer des années, par exemple entre la frontière italienne et le Valais, pour des familles pourtant aux ancêtres suisses, mais apatrides, car nomades depuis des siècles. Donc ils sont suisses, mais pas au regard de la loi de l'époque parce qu'ils n'ont pas été eingebürgert en 1850, parce qu'ils étaient ailleurs à ce moment-là. Donc ce sont des Suisses, mais qui ne sont pas reconnus comme Suisses parce qu'ils ont un autre mode de vie et qu'ils sont aussi un peu plus foncés. Et puis on commence à considérer tous les tziganes comme des délinquants dès 1911. Le département fédéral de justice et police va les ficher dans un registre central anthropométrique qui réunit tout tzigane interpellé en Suisse. Mais l'affaire qui va faire beaucoup parler, c'est celle de l'œuvre des enfants de la Grande Route. La jeunesse, avenir de notre pays. C'est pour cela qu'œuvre depuis 50 ans la Fondation suisse Pro Juventute. Depuis 1912, le but de ses activités multiples n'a pas varié. Que nos enfants soient heureux. 1926. Pro Juventute lance son opération Enfants de la Grande Route, à l'instigation du Conseil fédéral. Ce sont des centaines et des centaines d'enfants arrachés à leur famille. C'est Alfred Siegfried, un enseignant condamné, soit dit en passant, pour abus sexuels en 1924 et interdit d'enseigner, qui va fonder ce qu'on peut voir aujourd'hui comme un véritable programme d'hygiène raciale. Il est soutenu par Pro Juventute, mais aussi par la Confédération. L'œuvre se donne comme objectif de vaincre le nomadisme à la racine, et donc de dissoudre les familles de vagabonds. Dès 1926, les enfants de tziganes vont être séparés de leurs parents, qui savent pas très bien où ils sont placés, et qui doivent signer un document leur interdisant de reprendre contact avec leurs propres enfants. Si cette affaire est propre à la Suisse, en fait le fichage existe aussi dans d'autres pays, et comme on est au début des organisations internationales, la Suisse va échanger ses fichiers sur les tziganes au sein de la Commission internationale de police criminelle, l'ancêtre d'Interpol basé à Vienne. Parce qu'il y a d'autres pays qui ont les tziganes dans leur radar. L'Allemagne est très à la pointe, l'Italie aussi. Problème, quand Vienne sera annexée en 1938, ce fichier européen tombera sous le joug nazi et contribuera au génocide tzigane. On a tout documenté, on les a affichés, etc. On a fait un gros dossier avec tous les noms des tziganes. Qui c'est qui l'a pécho? Les nazis. Vous avez tous les noms à leur disposition pour les exterminer. Pratique, merci, le recensement. Le génocide tzigane ou l'extermination des tziganes, c'est le poiarmos, qui veut dire dévorer en Roumanie. On le sait moins et on le commémore moins, mais tout comme les juifs, les roms, les sintés, les manouches et les yéniches ont été arrêtés, raflés et même parfois stérilisés de force dès 1933 en Allemagne et très rapidement dans tous les autres pays occupés par l'Allemagne nazie
au cours de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque la solution finale est décidée, les Tziganes sont déportés par milliers en camps de concentration. À Auschwitz, beaucoup, y compris des enfants, sont victimes d'expériences médicales mutilantes et destructrices qui les tuent ou leur laissent des séquelles permanentes. On pense que ce génocide a fait de 250 000 à 1,5 million de victimes. Mais le chiffre exact n'est pas connu à ce jour. Le 2 août 1944, les occupants du camp des familles tziganes à Auschwitz seront liquidés et cette date est officiellement le jour de commémoration du génocide tzigane. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce génocide, il n'est pas sorti de nulle part. C'est la conséquence directe des théories et politiques eugénistes et de fichage criminel menées en Suisse et dans de nombreux pays européens durant toutes les décennies précédentes, et qui sont elles-mêmes le résultat de siècles de préjugés. Une des vraies questions, c'est quelle a été la politique d'asile de la Suisse durant la guerre? On n'a pas la preuve formelle que des tziganes ont été refoulés aux frontières puisqu'on ne peut pas les distinguer par leur nom. Par contre, des recherches ont été menées et divers documents montrent que, dès 1940 au moins, les autorités suisses avaient une excellente connaissance des persécutions nazies. Elles n'ont pourtant pas changé d'un iota leur politique des années précédentes, à savoir, seuls les réfugiés directement menacés pour leur activité politique sont accueillis. Les personnes menacées pour raisons raciales ou religieuses n'entrent pas. Si tu es tzigane étranger, tu ne rentres pas. Par exemple, Django Reinhardt, le mythique guitariste de jazz mondialement connu, est refoulé à Genève en 1943. La Seconde Guerre mondiale se termine et là on va se dire les persécutions elles vont s'arrêter. Eh bien que nenni. Certains psychiatres eugénistes poursuivront même tranquillement leur carrière en Allemagne et en Suisse. Les politiques discriminatoires envers les Sinti, Manouches et Yéniches suisses vont se poursuivre sans que ça ne pose de problème à personne. L'œuvre des enfants de la Grande Route continue à séparer les familles au KLM jusqu'en 1973. C'est une série d'articles de presse parus 3 semaines après la mort du fondateur qui font connaître cette situation au grand public. Et là, c'est le scandale. Pendant près de 50 ans, l'institution Pro Juventute va mener en toute impunité une guerre totale contre des nomades, des Yéniches, qui sont pourtant tous de nationalité suisse. La population est indignée en découvrant l'ampleur de la situation. 600 enfants yéniches ou manouches placés, des centaines de familles détruites, des milliers de personnes isolées culturellement et socialement, et surtout des blessures psychiques et physiques absolument irréversibles. Charlotte est née il y a 50 ans dans une roulotte de parents yéniches. Elle a été arrachée à sa mère à l'âge de 2 ans sur ordre de Pro Juventute. Quand ma mère était enceinte de moi, la Pro Juventute l'a mis en prison à Bellechasse. Jusqu'à 1 mois avant la naissance, ensuite ils l'ont mis dans une pouponnière dans le canton de Obwald. Et 1 mois après ma naissance, ils y ont coupé le lait pour la remettre le plus vite possible en prison. D'ailleurs, ils ont fait la même chose déjà 3 ans auparavant avec mon frère. Le pire dans tout ça, c'est que la plupart des familles détruites étaient sédentaires parce que les autorités avaient du mal à s'emparer des enfants nomades et que les enfants placés ont parfois changé 30 à 40 fois de domicile dans leur vie entre des familles d'accueil et les foyers. Ils ont subi une vie de déstabilisation et de nomadisme, soit exactement ce que les autorités voulaient éviter. Les excuses officielles aux victimes de l'œuvre des enfants de la Grande Route n'auront lieu qu'en 1986. 11 millions de francs sont versés aux personnes concernées et qu'on arrive à identifier à ce moment-là. La responsabilité de l'œuvre est pointée, mais aussi celle de l'État, des cantons et du peuple suisse. Certains parlent de génocide culturel parce que les victimes appartenaient à un groupe ethnique. Et il y a bien eu, dans les objectifs de l'œuvre, l'intention de détruire les familles nomades, d'assimiler de force leurs enfants. Pourtant, le terme génocide, il n'est pas reconnu comme tel par la Confédération qui a commandé une expertise juridique. Pour vous, c'est un problème que cette notion de génocide culturel n'ait pas de volet juridique. Il devrait y avoir une forme de reconnaissance. Il faut que ça soit reconnu non seulement en tant que crime international et national, mais aussi en tant que génocide en tant que tel, parce que c'est vraiment le même objectif criminel qui est visé, c'est-à-dire la destruction du groupe en tant que tel. Mais c'est à travers une autre façon de faire, c'est pas l'intégrité physique des membres du groupe qui est visée, c'est leur identité culturelle pour, au final, faire disparaître ce groupe en tant que tel. À partir de là, la reconnaissance des Yéniches, Sinti, Manouches et de leur histoire et de leur identité va petit à petit commencer en Suisse et en Europe. En 1971, les représentants des communautés roms adoptent un drapeau, un hymne et une journée internationale. C'est le 8 avril si jamais. Et non, l'hymne c'était pas Color Gitano de Kenji Girac. Surnommons quand la caravane
En Suisse, les Sintis et Yéniches sont reconnus comme minorité nationale en 2016, ce qui veut dire qu'il faut particulièrement les protéger, y compris protéger leur culture, leur langue, leurs traditions, qui sont reconnus comme une richesse à préserver. Bref, un gros bout de chemin parcouru depuis 1906. Reste que s'il existe des mesures ponctuelles, des actes de reconnaissance symbolique, une véritable politique pour ces communautés n'existe pas en Suisse aujourd'hui. Et elles restent discriminées et méconnues. Aujourd'hui, on ne peut plus vraiment parler de gens du voyage. La plupart sont sédentaires, et ça on le sait peu. Sur les quelques 30 000 Yéniches de Suisse, il n'y en a que 3 à 5 000 qui mènent un mode de vie semi-nomade, plus un petit nombre de manouches. Problème, ce mode de vie nomade, il ne colle plus trop avec notre manière de consommer. Les Yéniches étaient spécialisés dans la réparation d'objets de seconde main, aiguiser des couteaux, réparer des parapluies, etc. À l'heure d'Amazon, ça devient compliqué, on achète et puis on jette quoi. Et c'est pareil pour tous ceux qui étaient vanniers ou rétameurs, qui réparaient les chaudrons et les casseroles. Leurs premiers clients, c'était les agriculteurs. Mais aujourd'hui, le plastique est partout et des fermes, il y en a de moins en moins. Donc en fait, c'est compliqué d'être nomade et d'avoir une vie nomade aujourd'hui. À moins qu'on soit nomade numérique, digital, ça c'est bien vu par contre. Sans compter que les nombreux préjugés qui continuent d'exister sur ces communautés leur fait perdre aussi des clients. Les mangeurs d'écureuils, les voleurs de poules. Il y a toujours cette image du voleur de poules. Mais d'un côté, c'est de la mauvaise information aussi. Parce que quand vous regardez les gens du voyage qui partent d'un terrain fixe ou d'un emplacement qu'ils ont été loués vers un paysan et qu'ils ont tout laissé propre, on ne voit jamais un journaliste arriver et dire « voilà, les gens du voyage sont venus et ça a été propre ». Ils sont plutôt là quand il y a des problèmes. Ensuite, si les Yéniches ou Manouches suisses sont une minorité à protéger, les juges, autorités ou responsables en charge de ce sujet ne savent pas toujours comment adapter le droit à leurs besoins. Une aire d'accueil, par exemple, c'est des droits et des besoins fondamentaux pour les individus, mais aussi pour l'identité du groupe, qui à travers ces lieux peut se retrouver, faire vivre ses traditions. Or, ces aires d'accueil, on sait très bien, il n'y en a toujours pas assez. Aujourd'hui, les pressions sont différentes. On force à la sédentarisation d'une autre manière. Sur les 45 places accordées aux Yéniches en 99 par la Confédération, il en reste à peine 10 d'utilisables. Soit il y a un McDonald's dessus, soit c'est maintenant une autoroute, soit il y a une autre maison, où il y a des maisons dessus. Ces places, ils sont plus là. Ce manque d'air adapté, il va créer des situations tendues, ce qui va encore renforcer les préjugés et l'hostilité que subissent déjà les communautés manouches. Mais quand on doit toujours forcer la main pour s'en placer, ça c'est dur. C'est dur psychologiquement, puis c'est dur avec les gens, vous voyez ce que je veux dire? C'est très compliqué. Alors, des fois, on fatigue moralement, mais on se bat. On se bat pour nos futures générations aussi. La question qui se pose, c'est pourquoi, dès lors que tous les droits sont garantis, c'est dans les textes, le pays en est encore là à se faire montrer du doigt par les instances européennes et à dénigrer des citoyens suisses qui n'ont rien demandé. Pourquoi on connaît si peu l'histoire de ces persécutions au sein de notre propre population? Et est-ce que la discrimination des itinérants, finalement, elle n'en dit pas plus sur les sédentaires? La discrimination naît de l'incapacité à accepter l'autre dans sa différence. Ce n'est pas le mode de vie gitan qui est en cause, mais la peur de ce qu'il représente, l'altérité, la liberté et l'incertitude face à la norme, écrivait Jean-Luc Pouilletto. Un grand merci à Camille Andrès qui a fait un super boulot de recherche et d'écriture pour cet épisode. S'il y a des coquilles ou des digressions fallacieuses, ma responsabilité. Et comme disait Kenji, c'est une façon de voir la vie un peu plus grand qu'un pays. Gitano, el color de mi cielo, gitano.